Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a refermé ses portes aujourd'hui. Les participants réunis depuis 3 jours ont planché sur la transformation locale du cacao, opportunités pour les artisans chocolatiers. Ils veulent renforcer la politique de transformation locale de la fève de cacao. La journée de l'enfant africain vient d'être commémorée à Boaké, chef-lieu de la région de Gbeke. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, et son collègue des Transports, Amadou Koné, ont dévoilé les efforts consentis par le gouvernement contre les pratiques culturelles néfastes. Dans ce 20h également, on fera le bilan de la grande saison des pluies en Côte d'Ivoire. D'avril à juillet dernier, Abidjan et des localités de l'intérieur du pays ont enregistré des dégâts humains et matériels dus notamment au glissement de terrain. Qu'est-ce qui a été fait avant, pendant et après pour éviter ces drames? Réponse tout à l'heure. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba a démissionné de ses fonctions de président. Destitué vendredi par un coup d'État militaire, il a accepté de signer sa lettre de démission. L'annonce a été faite dans une déclaration commune des fêtières des communautés religieuses et coutumières qui ont joué le rôle de médiateurs. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les lampions se sont éteints ce dimanche sur la 8e édition des JNCC, les Journées nationales du cacao et du chocolat ici à Abidjan. Les participants, réunis depuis le 30 septembre dans la capitale économique ivoirienne, ont planché sur la transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Ils veulent renforcer la politique de transformation locale de la fève de cacao, et nous rapporte Jean-Luc Bangbo. Clap de fin ce dimanche 2 octobre pour la 8e édition des JNCC, les Journées nationales du cacao et du chocolat, ont été pendant 3 jours la scène de toutes les découvertes, rencontres et réflexions autour de l'or brun et de ses produits dérivés. Pour les participants et acteurs du monde agricole, l'heure est au bilan et surtout aux enseignements. Voilà la transformation et garder sa place, il faut que ce soit des produits de très bonne qualité. Et pour qu'on puisse avoir des produits de très bonne qualité, c'est la recherche et c'est le conseil agricole qui doit pouvoir faire cette diffusion du matériel de bonne qualité et surtout les bonnes pratiques. L'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour soutenir les transformateurs. Et vraiment, nous attendons ça. Après 8 ans, il faut engager une autre réflexion dans ce genre de rencontres pour que ça bénéficie effectivement aux producteurs, qui est le commencement de l'enrichissement de la Côte d'Ivoire. Nous devons être une nouvelle génération de producteurs capables de repenser et de s'inscrire dans l'évolution de l'économie mondiale. Représentant son collègue, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, s'est réjoui du succès de cette 8e édition. Celle-ci devrait contribuer à renforcer la politique de transformation locale du cacao. En 2023, nous devions avoir un niveau de production de fèves broyées de plus de 1 million de tonnes, ce qui permettra à l'horizon 2023 à la Côte d'Ivoire de broyer localement au moins 50% de sa production nationale. Souleymane Diarra Souba a rendu un vibrant hommage aux acteurs de la filière cacaoyère, artisans des succès agricoles de la Côte d'Ivoire. Plusieurs parmi ces derniers ont été récompensés au cours de cette cérémonie. On était aussi en réflexion à l'intérieur du pays, à Boaké, dans la région de Gbeke. Les populations, en communion avec la ministre Nassene Batouré et Amadou Koné, ont commémoré la journée de l'enfant africain. Les 2 membres du gouvernement ont sensibilisé ces populations au respect des droits des enfants et relevé les efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre les pratiques culturelles néfastes. Charles Tatou pour le reportage. La célébration de la journée de l'enfant africain a permis aux différentes couches sociales de Boaké de se rassembler une fois de plus à la préfecture des régions de Boaké. Cette fois-ci, pour écouter les messages sur la protection des enfants contre les pratiques néfastes telles le mariage précoce, les mutilations génitales féminines et les pires formes de travail des enfants. Occasion également pour la représentante du maire de Boaké et le président du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire de traduire
leur reconnaissance aux autorités du pays. Par cette journée, nous nous sentons aimés et cela démontre que notre futur est au centre de vos préoccupations. La représentante de l'UNICEF réaffirme l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire. L'UNICEF continue à soutenir les actions du ministère par notamment le développement d'un programme national d'animation communautaire qui touche à ce jour plus de 2000 villages et permet de mettre en place des mécanismes communautaires. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, et le ministre des Transports, Amadou Kole, tous deux ont éclairé sur les efforts consentis par le gouvernement pour l'éradication des pratiques culturelles néfastes. 58% des filles et 66,5% des garçons ont subi au moins une forme de violence pendant l'enfance. C'est dans ce cadre que je voudrais ici réaffirmer haut et fort l'engagement du gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Patrick Achi sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à poursuivre et à intensifier ses efforts vers la pleine protection de tous les enfants. Le gouvernement ivoirien, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son engagement de protéger les enfants, a ratifié les textes internationaux sur les droits des enfants, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 40 élèves excellents, issus des familles vulnérables, ont reçu des kits scolaires. Qu'est-ce qui a été fait avant, pendant et après pour éviter les drames lors de la grande saison des pluies dans notre pays? L'heure est au bilan aujourd'hui. Et justement, notez que d'avril à juillet dernier, Abidjan et des localités de l'intérieur du pays ont enregistré des dégâts humains et matériels dus notamment au glissement de terrain. Des décès par noyade ont été relevés par l'Office national de la protection civile. Le gouvernement, on le sait, a entrepris une série de travaux de drainage et a appelé les populations à quitter les zones à risque. Mais qu'en est-il des résultats sur le terrain? Que retenir des séquelles laissées par la grande saison pluvieuse? On fait le bilan dans ce dossier signé Grace Kando. Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Chaque année, pendant la période de pluie, ici, c'était le calvaire. Ce quartier, confronté aux inondations, difficile pour les populations de vaquer à leurs occupations, une hantise devenue un vieux cauchemar aujourd'hui pour les résidents. Et avant, quand il pleuvait, il ne peut même pas sortir même. Le coin inondé, tout est gâté. Tu peux quitter chez toi même pour sortir, tu ne peux pas sortir. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci, avec les travaux, par rapport aux caniveaux qu'ils ont fait, je vois que maintenant, je vois que ça va. Merci au gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait. On était inondés, puis quand même la pluie a enlevé la porte, fait sortir nos trucs même pour partir. Depuis les travaux, en tout cas, on dit merci. Quand il pleut maintenant, en tout cas, ça va. Ça va, on n'a plus d'inondation ici. Bon, là, c'était vraiment la catastrophe. Parce que l'eau montait jusqu'à ce niveau-là, à 1 mètre. Bon, après, il y a eu les travaux. Ce grand caniveau-là, qui est couvert, mais ça a absorbé beaucoup d'eau. Donc, nous n'avons pas connu des entrées d'eau dans la maison. Ce constat est aussi fait par les automobilistes. Ils disent circuler sans encombre pendant la période pluvieuse. Au niveau de la rue Ministre, avant, ça emportait des véhicules. Il y a des véhicules aussi qui s'endommageaient. Mais aujourd'hui, la pluie cesse. Voilà, les minutes qui suivent, on arrive à circuler comme je suis en train de le faire actuellement. Des travaux à mettre à l'actif de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Les travaux qui ont été faits ici, c'est le renforcement des ouvrages de drainage, c'est-à-dire les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Au préalable, il y avait un canal qui longeait la rue Ministre, mais qui est devenu insuffisant du fait que la ville a grandi un peu plus en amont. Et donc, à partir de ce moment, il fallait construire d'autres ouvrages et renforcer les existants pour pouvoir gérer le débit des eaux de ruissellement qui est devenu plus important. Et donc, dans le plan d'aménagement du bassin versant de la Palmeraie, il y a 3 barrages écrêteurs qu'on devait réaliser en amont de la rue Ministre. Et aujourd'hui, on en a réalisé un derrière le nouveau camp d'Akwedo
Et puis on a réalisé le barrage avec ce qu'on appelle son ouvrage aval. Donc c'est le canal qui permet d'évacuer les eaux issues du barrage. Et on a agrandi le canal qui longe la rue Ministre. Ouvrage public au bénéfice des habitants de la Palmeraie, mais pas que. À Alabra, c'est aussi la satisfaction. Oui, cette année, quand il a plu, tout s'est bien passé par rapport aux années précédentes. Il n'y a pas eu de dégâts constatés. Tout était bien. Il y avait un peu d'eau, un peu de truc, mais il n'y avait pas d'inondation comme les années passées. Un moment, Alabra était inondé. Hein? Il y avait, dans la rue, il y avait 2 mètres d'eau dans la rue. Et les voitures flottaient comme des boîtes d'allumettes. Non, pour cette grande saison, il n'y a pas eu de dégâts ici à Alabra. Et c'est dû au fait que les travaux ont été faits à l'entrée là même. Et puis il y avait un caniveau souterrain là qui a été débouché. Donc depuis, on n'a pas encore eu les inondations qu'on connaissait avant. Des points de vue que partagent les usagers qui pratiquent la voie de l'Indénié. L'année passée, là, en tout cas, tout ici était gâté. Nous-mêmes, l'eau là, ça vient beaucoup ici, on ne peut pas passer. Les véhicules, ça tombe souvent en panne ici. Cette année-là, la pluie qui est venue, en tout cas, ça ne nous a pas dérangé ici. On a circulé librement. Cette année, je suis vraiment content. Ici, a été bien arrangé. L'eau, on peut circuler mieux. Il n'y a pas d'eau. Même s'il pleut, on peut mieux circuler. Dans ces zones jadis critiques, pas d'inondation cette année selon les intervenants. Il faut tout de même relever que ces pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont occasionné plusieurs dégâts humains et matériels. Le risque zéro n'existe pas, malgré la sensibilisation, les actions de terrain. On a déploré 19 décès. L'action de sensibilisation est relayée par nos centres de secours d'urgence. C'est-à-dire qu'on a des pompiers civils dans les 30 chefs-lieux de région. C'est une sensibilisation en continu, avant la période de pluie, pendant les pluies et même après les pluies. L'accent cette année a été mis sur les enfants. Nous avons fait de la sensibilisation de proximité dans toutes les zones à risque du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. On a demandé aux parents, lorsqu'il pleut abondamment, de surveiller les enfants, d'éviter que les enfants aillent jouer dans les ouvrages de drainage. Ces décès, selon l'Office national de la protection civile, ne sont pas dus aux inondations, mais plutôt liés aux habitations situées sur les flancs de collines et autres zones dangereuses. Une situation justifiée par la quantité de pluie enregistrée qui a dépassé le seuil de prévision. Sur la période des 4 mois, il était prévu près de 600 mm de pluie dans la ville d'Abidjan. Nous avons obtenu 1500 mm de pluie sur la ville d'Abidjan. Ce qui a occasionné effectivement tous ces dégâts. Au niveau national, nous avons constaté que dans les régions du nord-ouest, du centre et du sud-est, y compris Abidjan, nous avons eu un excédent pluviométrique de 49%. Pour éviter ce type de situation, le ministère de l'Assainissement reste vigilant. Un plan de déguerpissement a été mis en place. L'opération a été lancée. Elle s'est déroulée, je dirais, quasi normalement. Donc la partie de déguerpissement a été faite en dehors de 2 zones où, pour des raisons techniques, nous n'avons pas procédé au déguerpissement lui-même. Nous avons fait des curages. Nous avons sécurisé certains endroits. Globalement, c'était un budget de 2,5 milliards pour faire ces opérations de déguerpissement. Ces 2,5 milliards ont été à 95% engagés. En perspective, le ministère de l'Assainissement ne compte pas baisser les bras. Il mise sur la sensibilisation. Alors, l'appel que j'ai lancé aux populations, il y a des tentatives de recolonisation. Nous sommes en train d'y faire face. Quand on a mis des clôtures avec des barbelés, ces barbelés sont emportés la nuit. On va faire les opérations de sécurisation, de planting, d'embellissement de ces zones-là. Mais nous lançons cet appel parce que si l'appel n'est pas entendu, nous allons devoir recourir à l'application stricte de la loi. La sensibilisation est un pan important de l'action de l'État et cela a raison. Depuis la mi-septembre, c'est la petite saison des pluies qui va durer jusqu'à fin octobre selon les experts de la Sodexam avec des risques de fortes précipitations.
Et on garde la vigilance. C'était le bilan de la grande saison des pluies en Côte d'Ivoire, dossier réalisé pour vous par Grâce Kando. Si vous avez raté le dimanche magazine de ce 13h, eh bien c'est l'heure de vous faire une idée. Herman Guivet a reçu le directeur de la Croix-Bleue en Côte d'Ivoire, M. Samdi Gabi. Leurs échanges ont porté sur les remèdes que propose cette structure contre la drogue. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. La Croix-Bleue s'engage à donner donc un continuum de soins global et c'est un peu ça qui va faire la caractéristique de la Croix-Bleue. Nous travaillons donc selon le principe, selon le modèle onusien de la prise en charge qui passe par la pré-cure, la cure et la post-cure. Nous travaillons aussi selon le modèle transthéorique du changement. Et nous travaillons enfin selon la classification thérapeutique des drogues. Sur l'année 2021, nous avons donc un taux de succès de 65% et un taux de rechute d'environ 32%. Généralement, nous travaillons sur les drogues de sevrage et à ce niveau-là, on a l'internement qui est un paramètre important chez nous parce qu'on ne peut pas traiter les questions de drogue à la maison. Traiter les drogues à la maison, cela pourrait donc pervertir le traitement. Sans oublier que l'environnement de la maison, de la famille, peut être le facteur déclencheur. La Croix-Bleue donc est située à Williamsville, à la montée donc de Williamsville, à 100 mètres sur la gauche de la statue donc Jenny Kobina. Et nous répondons au 25 22 0044 38. Il faut donc vous solliciter. Il faut nous solliciter, il faut demander les soins. Et, généralement, les demandes de soins sont tardives. C'est généralement la famille qui fait la demande de soins. Quelquefois, l'entreprise, dans 25% des cas à peu près. Et c'est rare que la demande de soins vienne du sujet lui-même. Nous partons maintenant pour le district autonome du Bassa-Sandra qui veut amorcer son développement. Pour bien mener les actions, il faut faire l'état des lieux et dégager les préoccupations des populations. Des livres blancs des 3 régions qui composent ce district, à savoir le Boclé, la Nawa et San Pedro, ont été élaborés. Ils ont été remis au ministre-gouverneur Philippe Légré. Le reportage de notre correspondant sur place, Sam Kona. Les préfets des régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro remettant les livres blancs de leurs régions respectives au ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, à l'issue d'ateliers de validation qui a eu lieu successivement à Sassandra, Soubré et San Pedro, avec la participation du corps préfectoral, des présidents des conseils régionaux, des maires et des populations. La route précédant le développement reste la priorité des priorités des populations dans ces livres blancs. Il y a eu beaucoup de propositions, mais l'équipe technique, avec nous-mêmes, nous allons nous atteler à ressortir la quintessence de ce document. Il ressort toujours que la priorité des priorités, c'est le bitume des as, Soubré, Gueyo, Soubré, bio. San Pedro étant une ville économique et touristique, le premier souci pour nous, c'est la route. La route qui part de la côtière à Tabou, qui est une priorité pour nous aujourd'hui. En attendant l'élaboration du livre blanc du district autonome du Bassa-Sandra, qui va avoir lieu au cours d'un atelier de synthèse, déjà, le ministre-gouverneur Philippe Légré rassure les populations en ce qui concerne leur priorité, qui est la route. Les bitumes de ces voies qui partent de Sassandra à Lakota, qui partent de Sassandra à Soubré, et par Gueyo, qui part de Sassandra à Gaïwa, par Gueyo, et avec voie sur Lakota, les voies qui partent de Fresco à Divo, et les voies qui partent de Soubré à Yabayo à Bio, et de Grand Bérébi à Tabou. Ce sont des voies totalement économiques. Et là, nous avons eu cette autorisation du Premier ministre qui nous a demandé de faire ces études-là. Et que ces études-là, avec un taux de rentabilité intérieure qui est au moins égal à 12%, eh bien, on peut engager le BOT. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, et la chaire UNESCO, prospective et anticipation, apportent leur expertise dans l'élaboration des livres blancs. Une sorte de boussole dans la mise en œuvre des projets de développement du district autonome du Bassa-Sandra.
La conférence internationale sur la culture et le développement se poursuit dans la ville de Mexico. La Côte d'Ivoire y prend part et comme les autres nations, notre pays a présenté sa politique culturelle. La ministre Françoise Remacle était à la tribune hier samedi. Elle a exposé sur l'économie créative. Des propositions ont été faites à l'UNESCO en vue d'accompagner davantage nos acteurs culturels, nous rapporte notre envoyé spécial au Mexique, Mamadou Kwasi. Mondiacult 2022, c'est aussi des panels, des ateliers et des tables rondes. Mais c'est également le lieu d'expression des politiques locales de développement de la culture. À la tribune de ce Mondiacult, la ministre de la Culture et de la Francophonie a présenté les acquis de la culture ivoirienne. Abordant le thème de l'événement, l'avenir de l'économie créative, Françoise Remacle a énuméré les performances des acteurs culturels ivoiriens. Abordant la problématique de la culture face au marché, elle propose. Et considérant que la culture est un bien public, nous proposons que l'UNESCO engage une réflexion avec ses pays membres pour la mise en place d'un fonds d'acquisition des œuvres à leur profit. Ce fonds permettrait une circulation de biens et services culturels de manière plus équitable. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est une terre de créativité et de formation. Elle est riche de 60 groupes ethniques et de ses 529 festivals qui constituent une source d'inspiration permanente. Notre jeunesse culturelle est créative, connectée, consciente des enjeux autour du développement durable. Au-delà de l'art contemporain, notre jeunesse s'exprime également dans tous les secteurs des ICC. Cette tribune a été l'occasion pour elle de rappeler la volonté politique du président de la République, Alassane Ouattara, de redonner à la culture toute sa place dans le développement de la nation. En Côte d'Ivoire, l'avenir des ICC ne se pose plus. En effet, par la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la culture fait partie des 3 axes prioritaires contenus dans le plan national de développement 2021-2025, intégrant un dispositif réglementaire qui permet la création d'emplois pour les jeunes respectueuses du genre et du développement durable. La Côte d'Ivoire entend s'impliquer véritablement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'UNESCO, portant sur la promotion de la culture et le développement durable. Voilà, au Mexique, comme ailleurs, la culture ivoirienne rayonne, elle rayonne à l'international. Le 7e A ivoirien était justement l'honneur au Maroc et il y a quelques jours, elle s'est tenue à Tanger la 4e édition de la semaine du film ivoirien. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le centre cinématographique marocain ont renforcé leur coopération. Les perspectives de coproduction s'annoncent très bien. Envoyé spécial au Maroc, Serge Colia. Semaine fructueuse pour le 7e art ivoirien au Maroc. La série de projections se termine en beauté avec Samori, long métrage d'animation de 80 minutes produit par Africa Toon. Le réalisateur Abel Kwame alias Cansouffle a échangé avec un public qui a bien aimé la projection. C'est un incroyable film. J'ai passé des bons moments en ce film. C'est une très belle opportunité pour nous de présenter nos films devant ce jeune public qui est très féru d'animation. On est très content de la réception du public. Au total, 7 films ivoiriens projetés avec pour objectif de faire connaître davantage le cinéma Made in Côte d'Ivoire. La semaine du film ivoirien au Maroc offre de belles perspectives pour les 2 pays. On a décidé de faire un projet ensemble, le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui s'intitule Africa Blanca, c'est un long métrage. Presque 50% des comédiens ivoiriens et aussi des comédiens marocains et des comédiens français. Le tournage, on va commencer 2023 par la Côte d'Ivoire. L'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le CCM, le centre cinématographique marocain, se sont montrés satisfaits de cette 4e édition au Maroc qui prend fin à la Cinémathèque de Tanger. En mutualisant les moyens du cinéma marocain et du cinéma ivoirien, l'Afrique qui gagne. Il y a des formations ici au Maroc auxquelles nos jeunes peuvent aussi prétendre. Il y a des circuits de diffusion auxquels notre cinéma peut prétendre puisque dans cette filière, ils se sont tous rencontrés. Il y a une commission qui a été mise en place pour que le dialogue puisse continuer. Hors des salles de projection, l'accord de coproduction cinématographique de 2011 entre la Côte d'Ivoire et le Maroc vise également à promouvoir des sites touristiques et culturels, des lieux qui pourraient servir
de cadres de tournage, comme ici au Cap Spartel, situé sur la côte marocaine à l'entrée sud du détroit de Gibraltar et à 14 km à l'ouest de Tanger. Les vagues de l'océan Atlantique ayant creusé des cavernes appelées grottes d'Hercule. Elles constituent une attraction touristique. Et la culture africaine a de beaux jours devant elle. Ici en Côte d'Ivoire, Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a échangé avec les artistes. Il les a encouragés à hisser haut le drapeau ivoirien orange, blanc, vert à travers leurs œuvres et leurs actes sur le terrain pour le renforcement de la paix et de la cohésion. Patricia Omouetia. À travers ces échanges, les artistes de Côte d'Ivoire expriment leur soutien au président de la République et à son gouvernement. Ils réaffirment leur volonté à œuvrer pour une Côte d'Ivoire solidaire et engagée. Je dirais enfin qu'on ait pensé à nous, essayer d'échanger avec nous, chercher à connaître nos préoccupations et chercher à savoir ce que nous pouvons faire davantage pour le pays. Si aujourd'hui on a quelqu'un qui peut nous regarder, au moins nous voir pour dire que le président dit que qu'à vous voir là. Tout ce qu'on dit qu'on n'a qu'à faire, nous on va le faire, nous voulons seulement que la paix. Claude Saï Soumaoro, secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande du RHDP, promet d'autres rencontres avec les artistes ivoiriens dans le but de les exhorter à toujours contribuer au développement de la Côte d'Ivoire dans un climat de paix et de cohésion à travers leurs œuvres culturelles. Je viens humblement vers vous pour vous demander à l'effet que nous réfléchissions ensemble à voir comment nous pouvons accompagner les prouesses que le président Ouattara réalise pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Comment nous devons faire? Comment l'artiste musicien, l'artiste comédien doit intervenir dans la valorisation des prouesses réalisées par le président Alassane Ouattara? Pour le secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande du RHDP, le but de cette rencontre est de réitérer encouragements et félicitations pour leur remarquable travail et leur soutien aux actions de développement culturel du président de la République, Alassane Ouattara. Et en marge de toutes ces activités culturelles, le comité interparlementaire de l'UEMOA a organisé lors de sa 32e session extraordinaire à Cotonou, la capitale du Bénin, un atelier pour accompagner les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le comité a également planché sur la création très prochaine d'un parlement de l'UEMOA. Abou Sanogo. Les députés des 8 États membres de l'UEMOA, membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, veulent prendre toute leur place dans le contrôle démocratique au niveau communautaire. Notre rôle serait vraiment un rôle très important que nous allons jouer, et non contre les États, mais dans l'accomplissement de notre mission de représentation des communautés. Nous avons des rôles à jouer pour protéger ces communautés. Un véritable plaidoyer et une assurance aux dirigeants des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'ailleurs, pour cet expert, la démarche de création du Parlement de l'UEMOA est bien avancée. Reste un détail. La simple entrée en vigueur du traité portant création du Parlement ne suffit pas, puisque le traité lui-même précise qu'il faut qu'un acte additionnel soit pris. Et il n'y a qu'à regarder, je vais juste prendre un seul exemple, l'article 5 du traité portant création du Parlement dispose que les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans, selon une procédure électorale qui sera déterminée par un acte additionnel de la conférence. Un acte additionnel très attendu afin de réaliser la création et la mise en fonction effective du Parlement de l'UEMOA, une institution qui, à travers propositions et contrôles, pourra accompagner les 8 États membres de l'espace à renforcer davantage leur politique démocratique. C'est l'objectif des parlementaires de l'UEMOA. Voilà, je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Alexis Ouedraogo. Le Sénégal a rendu hommage aux victimes du Djoula ce lundi. Le naufrage de ce ferry en 2002 a fait plus de 2000 morts et provoqué un traumatisme sans précédent dans le pays.
La cérémonie officielle a eu lieu au port de Ziguinchor. En Guinée, l'ex-dirigeant Dadis Camara et ses co-accusés ont été envoyés mardi en prison juste avant l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009. Ils doivent répondre du meurtre d'au moins 150 personnes et de 109 viols, 13 ans après les faits. 34 personnes, dont 16 enfants, sont mortes dans un accident d'un camion de marchandises qui transportait aussi des passagers. C'était dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le camion n'était pas parvenu à monter une côte. Le procès de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide du Rwanda, s'est ouvert jeudi devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Accusé de génocide ainsi que de crimes contre l'humanité dont persécution et extermination, l'accusé a été arrêté près de Paris en 2020 après 25 ans de cavale. Aujourd'hui âgé de 87 ans, il était en 1994 président de la radio Mille Collines qui avait diffusé des appels au meurtre des Tutsis. Ce vendredi, les 4 régions ukrainiennes séparatistes du Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson ont rejoint la Fédération de Russie. Les référendums sur leur rattachement ont porté en 87% et 99% de oui quelques jours auparavant. Des votes jugés illégaux et manipulés par l'Union européenne. La Floride, elle, continuait samedi de constater le lourd bilan du passage de l'ouragan Ian. Selon les autorités locales, le bilan provisoire était déjà de 25 victimes, la plupart par noyade dans la grande majorité des personnes âgées. L'ouragan, qui devrait se dissiper au cours des prochaines heures, a provoqué de nombreuses inondations en Caroline du Sud. Paul-Henri Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. L'information a été confirmée dans l'après-midi ce dimanche par un communiqué des représentants religieux et coutumiers burkinabés. Le document précise que cette condition a été posée, notamment le respect des engagements pris auprès de la CEDEAO et la garantie de sa sécurité ainsi que celle de ses collaborateurs. Voilà, ainsi va le monde. Promouvons la paix partout. Bonne reprise du travail demain lundi. Vous l'avez très bien compris. Fin de ce 20h. Prenez soin de vous.